Bonjour à tous, dans ce 8e épisode de Python, nous allons aborder ensemble les opérateurs. Bon, c'est quelque chose que nous avons utilisé même sans le savoir dans les épisodes précédents, il y en a vraiment partout dans le code, y compris dans les différents exemples que je vous ai montrés concernant Pandas. Et on a utilisé même dans certains exemples de code, j'ai pu vous montrer sur d'autres vidéos. Maintenant, on va faire un peu le tour des opérateurs essentiels. On va faire le tour de tous, qu'il y en a énormément, et il y en a certains qu'on utilisera de manière dédiée dans des vidéos sur des cas très spécifiques. Mais globalement, ce que nous allons voir pour cet épisode, c'est ceci. Voilà, comme ça vous donne un petit peu une idée de certains opérateurs que j'ai un petit peu catégorisés, même si en soi, bon, c'est plus pour l'information, mais c'est pas des plus importants. Ce qui est important un petit peu, c'est les différents opérateurs qu'on va rencontrer et l'usage qu'on peut avoir avec ces derniers. Donc les opérateurs, eh bien, il y en a vraiment partout. On peut en retrouver vraiment partout dans les programmes. Si on va sur des exemples de code de Pandas que j'ai préparé ici, on va retrouver ici. Donc on en voit beaucoup. Alors, en soi, la virgule, ici les parenthèses, sont des opérateurs. Les deux points aussi font partie d'opérateurs bien spécifiques qu'on va utiliser un peu plus tard, mais je vais passer un petit peu là-dessus. On retrouve le fameux opérateur d'affectation, celui-ci on l'a utilisé, notamment pour affecter des valeurs, donc des données à des variables, c'est ce qu'on a vu. Et on voit qu'on a pas mal d'autres opérateurs. Ici un astérisque, ici on a un double égal, ici un simple égal à nouveau. Ceux-ci sont des opérateurs d'une certaine manière, parce qu'ils permettent de délimiter notamment le début et la fin d'une chaîne de caractères. À nouveau plein de parenthèses, bon classique. On va retrouver ensuite le tiret du bas, mais ça on l'a abordé aussi pour les noms, et on va voir qu'il a un usage même spécifique en Python. Le point, qui est aussi un opérateur un peu particulier. Là on trouve à nouveau des plus, donc ça bon, si vous connaissez les maths un minimum, vous connaissez ces opérateurs, vous les avez déjà utilisés. Là ici on a une double astérisque, donc on va voir que c'est un opérateur particulier aussi. Si je vais sur cet exemple-là, on retrouve à nouveau voilà, du égal, du plus, des deux points, des parenthèses un peu partout, du égal, le fameux point aussi pour délimiter la partie entière et décimale d'un nombre flottant. On a ici donc plein d'opérateurs, ici un opérateur strictement inférieur, comme on retrouve en mathématiques, supérieur, donc strictement supérieur cette fois-ci. Vous voyez style le tiré du bas, qui a l'air d'être un opérateur un peu particulier aussi. À nouveau des virgules comme séparateur, etc., etc. Et en dernier exemple que j'avais ici, donc on retrouve des deux points, des virgules, des parenthèses, etc., des points partout. Et on a beaucoup d'opérateurs ici, cette fois-ci cumulés, avec un petit opérateur cumulé avec un égal, et ici une double chevron, donc pareil, qui est un cas particulier. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de notations qu'on peut retrouver en Python. Et je voulais vous montrer donc ces exemples de code sur Pandas, pour que vous voyez comment ils sont utilisés dans une application concrète, comme je l'avais dit en introduction. Pour résumer, on va regarder un peu comment fonctionnent ces derniers, ce qu'il y en a certains que vous allez beaucoup utiliser, ceux-là évidemment vous allez pas mal vous en servir, les opérateurs de comparaison aussi, les opérateurs bit à bit beaucoup moins, mais je vous les présente quand même parce que c'est bien de savoir qu'ils existent. Les opérateurs d'affectation vont beaucoup servir d'ailleurs, si vous avez vu un petit peu les exemples sur Pandas, vous avez vu qu'on retrouve ces fameux opérateurs. Des opérateurs logiques, on va énormément s'en servir, d'identité d'appartenance aussi, et ça ce sont des cas spécifiques que j'ai cités, parce qu'ils vont avoir des usages particuliers, mais on abordera ça un petit peu sur la fin de la vidéo pour cet épisode. Les opérateurs arithmétiques vont être très simples, en termes d'usage vraiment très simples. Le plus simplement du monde, tel qu'on peut utiliser, ce sont sur des valeurs numériques. Donc si on se contente par exemple de ceci, vous là il n'y a pas de nouveauté, si vous êtes allé un minimum à l'école, vous avez fait des mathématiques élémentaires et vous avez donc vu les opérations arithmétiques élémentaires. Donc on peut représenter un nombre avec ces différents signes, donc simplement de manière unaire, en indiquant le signe d'un nombre, donc s'il est positif, voire négatif. Dans le cas de la positivité, côté positif, on n'a pas besoin de mettre le plus sur un nombre, donc c'est pas obligatoire. Je peux très bien écrire ceci. Là, je vais lancer mon programme. D'ailleurs, je vais le mettre dans une variable, ça évitera de répéter les choses ici. Je n'aurai pas besoin de modifier ça, on gardera l'expression ensuite. Voilà. Donc pas besoin de mettre le plus. Ok, je peux faire vite directement. C'est vraiment facultatif de l'ajouter. Par contre, effectivement, si je mets un symbole moins, donc un opérateur moins, le tiret, cette fois-ci, on obtient un nombre entier négatif. Donc là, il y a une importance un petit peu par rapport à ça. Donc on peut retrouver ces cas particuliers ici. Alors, il y a d'autres cas d'opérateurs unaires, c'est-à-dire qui fonctionnent sur un seul opérande, mais on verra ça un petit peu pour la suite. On peut également l'utiliser de manière binaire, c'est ce qui va revenir le plus souvent, et ce sont les fameux calculs mathématiques que vous connaissez. Si vous utilisez celui-ci, vous avez l'addition, je ne vais pas vous faire des exemples, vous connaissez, la soustraction. Pour la multiplication, on ne va pas utiliser de x, puisque c'est un caractère, c'est une lettre, mais on va utiliser justement l'astérisque, donc il va servir à ça. Donc si je fais 2 astérisque 8, je fais le calcul
2 fois 8, d'accord? C'est une multiplication. Et si j'utilise ici le double astérisque, c'est une exponentiation, donc c'est simplement une puissance. Si je fais 2 exponents, donc comme ça, exponentiation 5, donc 2 puissance 5, là c'est 2 ramené à la puissance 5, donc 32, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Okay. Là on a ensuite la division, ok, classique, avec la division entière aussi. Donc là c'est quand même pas mal de le montrer. Si je fais 5 divisé par 2, donc vous avez ceci, on garde la partie décimale ici, et si je veux vraiment conserver que la partie entière, on double la barre oblique, donc le slash, et on obtient simplement la partie entière, avec la partie décimale qui a été tronquée. Et enfin, ça normalement, bon à l'école c'est plus rare de l'avoir rencontré, mais on l'utilise beaucoup en programmation, beaucoup en codage, en crypto, etc. C'est le modulo, et le modulo bah, c'est simplement le reste d'une division euclidienne. C'est-à-dire tout à l'heure quand on a fait 5 divisé par 2, comme ceci, ça nous faisait justement 2 fois 2, 4, et ensuite il restait 1, d'accord, pour faire 5. Et bien si vous faites le modulo, vous récupérez justement en résultat ce fameux reste. Vous voyez, le 1, on le récupère ici. Donc c'est le reste de finalement la division qui serait perdue, donc ici avec la division euclidienne. Donc on a ces opérateurs arithmétiques qui peuvent être utilisés là-dessus. Petite particularité avec le plus, parce que ça, ok, on a parlé d'opérateurs arithmétiques sur les nombres, mais si on utilise l'opérateur plus, par exemple sur des chaînes, et je l'avais un petit peu abordé rapidement la dernière fois, donc là je vais mettre par exemple ceci, je vais mettre, bon, le nom, il faut éviter normalement ces noms-là, mais c'est vraiment pour la vidéo, c'est pour pas changer à chaque fois le nom de la variable. Évidemment, si je fais ça, on a bien compris, hein, ce que c'était, mathématiques élémentaires, bon, très bien. Par contre, si je fais ça, cette fois-ci, le comportement de l'opérateur va changer. On obtient ce que je vous avais dit, qui était une concaténation. Je vous ai même fait un dans les exercices que je vous avais proposé, notamment en commentaire épinglé, là le lien vers les exercices. Vous aviez un exercice comme ça pour voir un petit peu ce que faisait l'utilisation du plus sur des chaînes de caractères. Et on obtient justement une concaténation. Donc, si je fais quelque chose comme ceci, pareil, ça concatène les deux valeurs. Donc vous voyez que le plus a un comportement différent quand on travaille avec des chaînes, et il peut avoir éventuellement un comportement différent avec d'autres types de données. Là on est vraiment sur des cas numériques où ce sont les calculs mathématiques qu'on connaît bien. Donc faites attention, suivant les types de données que vous allez manipuler, les comportements pourront être différents ici. Mais ça, la concaténation fait partie des exemples les plus courants, c'est pour ça que je voulais le montrer ici. C'était le moment d'en parler, puisque nous sommes sur l'épisode concernant les opérateurs. Ok, on a ensuite des opérateurs de comparaison qui vont beaucoup nous servir dans un épisode prochain, mais on peut les voir ici, notamment pour évaluer une expression. Le but, c'est d'effectuer une comparaison entre deux valeurs, donc ce sont des opérateurs binaires, et ensuite le résultat va permettre d'indiquer si l'expression est vraie ou fausse. Donc on obtient un résultat booléen, true ou false. Donc si j'indique par exemple que est-ce que 1 est égal à 1, a priori ça vaut vrai, donc on devrait avoir true en affichage. D'accord ? Si je mets maintenant que est-ce que 1 est différent de 1, ce n'est pas le cas, donc on obtient false. Et tous les opérateurs tels quels vont permettre d'obtenir un résultat booléen à chaque fois. Donc on va pouvoir utiliser pas mal de choses quand vous allez par exemple vouloir vérifier l'égalité ou l'inégalité d'une valeur. Donc ça c'est pour l'inégalité, hein, le point d'exclamation égal. Pourquoi un double égal? Parce que vous l'avez vu précédemment, on utilise déjà le simple égal pour l'affectation, comme je le fais là notamment. Donc simplement pour éviter des confusions au niveau du programme, tout simplement. Donc, vous voulez faire une égalité, c'est cet opérateur. Si vous mettez un simple égal, c'est une affectation, et on retrouve ça dans quasiment tous les langages de programmation. Donc une fois que vous savez le faire en Python, vous saurez le faire dans quasiment tous les autres langages. Donc vous gagnez comme ça du temps au niveau de ce que vous apprenez en termes de syntaxe. Ça, ce sont comme les opérateurs arithmétiques, mathématiques, hein, donc strictement inférieur, inférieur ou égal, strictement supérieur, supérieur ou égal. C'est la même chose, c'est comme vous les écriviez à l'école, donc ça ne change pas. Les opérateurs pour tout ce qui est opération booléenne, donc bit à bit, hein, donc le et, le ou exclusif, etc., le not, ou les décalages de bits, pareil, si vous ne savez pas ce que c'est qu'a priori vous n'êtes pas concerné. Donc à vous de voir. Si par contre vous en avez besoin, sachez que vous avez des opérateurs en Python pour faire ces opérations. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pour des cas bien spécifiques, et pour beaucoup vous ne serez pas concerné, sinon sachez qu'ils existent. On retrouve les opérateurs finalement d'affectation. L'affectation, ça va en fait être deux opérations en une seule, pour éviter par exemple certaines répétitions. Alors l'affectation, bon, classique, vous la connaissez, on l'a déjà utilisée, donc maintenant, voilà, vous le savez, c'est un opérateur d'affectation, comme on le fait par exemple pour affecter des valeurs à des variables. Mais par exemple, si je fais ceci, qu'est-ce qui se passe, d'accord, par rapport à ça? C'est-à-dire que là, si j'ai ça, ok, j'affiche data, et ensuite si je fais, admettons, data,
plus égal 2, que je fais un print data, comme ceci. On voit que la valeur est passée de 1 à 3. C'est-à-dire qu'ici, en fait, j'ai gardé, je n'ai pas remplacé, d'accord, j'ai pas fait ceci, parce que si je fais ça, je fais une nouvelle affectation, donc je change complètement la valeur. Ici, visiblement, en rajoutant ce petit opérateur, il y a une opération supplémentaire qui s'est passée. En fait, écrire ça, c'est une écriture raccourcie de ceci. Rappelez-vous, dans les expressions que vous pouvez écrire, vous pouvez mettre des valeurs littérales, des valeurs brutes, ou alors on peut aussi mettre des valeurs stockées dans des variables, il n'y a aucun problème. Donc faire ça, c'est de prendre la valeur data à ce stade du programme, c'est-à-dire C1, et ensuite d'additionner à 2, donc ça donne bien la valeur de 3 comme on a vu. Mais pour éviter d'écrire cette écriture un peu plus long, on peut raccourcir en mettant plus égal, alors plus égal, pas 15 000 opérateurs, voilà, la valeur qu'on veut, et c'est une écriture raccourcie. Et c'est ça pour tout, voilà. Moins égal, c'est pareil, ça reviendra à écrire data égale data moins la valeur que vous voulez, et c'est ça pour tous. Donc vous pouvez prendre tous les opérateurs que vous avez ici, même les décalages de bits, etc. Et vous pouvez mettre, donc cet opérateur existe, ok. Il existe aussi pour faire un décalage vers la gauche, donc multiplication par 2 avec arrondi vers le bas, pour ceux qui connaissent. Et ensuite l'affectation. Donc c'est ça en fait que ça veut dire. Ça veut dire on fait la somme, et ensuite on affecte le résultat. On fait une soustraction, et ensuite on affecte le résultat. On fait une multiplication, et ensuite on affecte le résultat à quelque chose. Et ainsi de suite, donc vous pouvez l'utiliser partout. Et il y a plein comme ça d'opérateurs, voilà, d'affectation qu'on retrouve. Je vais mettre etc, parce que le 3 petits points c'est une ellipse en Python, ça veut dire quelque chose. Ça veut aussi dire quelque chose dans ce langage. Bref, donc je vais un peu vite parce que c'est simple, je pense que c'est assez simple, pas besoin de passer 15 ans dessus, on a bien compris le principe. Passons aux opérateurs logiques. L'opérateur logique, on va beaucoup l'utiliser avec les opérateurs de comparaison. Admettons, si on prend un exemple de la vie réelle, et on va revenir dessus quand on va aborder notamment les conditions, ce sera dans une vidéo prochaine, vous pourriez dire, par exemple, vous voulez accéder au... Par exemple, vous voulez aller au cinéma voir un film pour, je sais pas moi, un film par exemple qui n'est interdit interdit aux moins de 12 ans ou interdit même pourquoi pas aux personnes mineures, eh bien il pourrait y avoir deux conditions à valider. Celle déjà d'avoir un ticket, voilà, d'avoir sa place de ciné, donc avoir payé, et celle d'être majeur. Donc ça peut être deux conditions. Et pour vérifier ça, on pourrait très bien imaginer de faire cette vérification donc à un ticket. Alors attention, c'est pas du code, je mets juste un exemple. Et donc l'opérateur est logique est majeur. Voilà, vous voyez quelque chose comme ça qui permettrait de vérifier ça. On pourrait même imaginer pourquoi pas d'avoir des fonctions plus tard. Même si à ce stade vous ne savez pas exactement ce qu'est une fonction, on va faire une vidéo dédiée là-dessus. Ensuite, pourquoi pas is major, genre de choses comme ça. D'accord? Méthode des vérifications là. Donc ça permet de faire deux tests. Et là, si on prend un exemple plus simple, eh bien c'est de vérifier est-ce que 1 est égal à 1 et est-ce que 1 est plus strictement supérieur à 0 par exemple. Si cette chose est vraie, eh bien ça vaudra true, sinon ça vaudra false. Et vous voyez qu'on a une expression comme ça avec un résultat booléen toujours à la fin qu'on peut cumuler. Quand c'est un ou, ça veut dire qu'il faut au moins une des deux expressions vraies, d'accord? Au moins une seule, ça peut être les deux aussi, mais une seule suffit. Et le not, finalement, c'est une négation, donc c'est quand quelque chose n'est pas, d'accord? Donc c'est autre chose. Et on va l'utiliser dans des cas un peu particuliers, le not, donc on verra un petit peu ce que c'est. Donc le not, c'est la négation, c'est l'inverse. L'identité, donc là, c'est pour différentes valeurs. Donc par exemple, si je fais, justement, tiens, la personne est majeure, je crée une variable, je dis oui, elle est majeure, true, d'accord? Et par exemple, je peux vérifier ensuite, donc je vais faire un result, et je vais vérifier est-ce que, donc, is major, pardon, je vais y arriver. Alors je pourrais noter tel quel, parce que dans le cas du true, en fait, la vérification est optionnelle. On pourrait très bien juste écrire ça, et ça, si c'est vrai, c'est suffisant. Mais nous, on va volontairement marquer là, de manière explicite le code, en indiquant est-ce que ça vaut true, vous voyez? Est-ce que c'est vrai? Et dans ce cas-là, je vais y arriver, on affiche le résultat de ça, et on voit que c'est le cas. Si à l'inverse, ce n'était pas le cas, bien sûr, eh bien là, ça ne marche pas, donc on obtient false. Donc c'est simplement d'identité. Et ou n'est pas. D'accord? Ça inverse, pas besoin de vous faire l'exemple ici. Enfin, l'appartenance, c'est dans des cas spécifiques, on l'utiliserait un peu plus dans d'autres cas, mais ça peut servir. Par exemple, vous avez certaines lettres, je vais mettre toujours pareil, result, je n'aurais pas dû l'enlever, voilà, ceci, d'indiquer par exemple, est-ce que le caractère A est présent dans la séquence AZERTY. Voilà, par exemple. Pareil, ça renverra un résultat booléen. Appartenance, oui ou non. D'accord? Cette fois-ci, je cherche
le caractère F, il n'existe pas dans la séquence, donc c'est false. Donc on peut faire ce genre de choses aussi. Et ça va servir notamment pour parcourir des collections de données. On verra, on pourra faire de la recherche pour dire par exemple pour chaque élément dans une liste, dans un dictionnaire, dans une chaîne de caractères, dans un enuplay, etc. Voilà, cet opérateur d'appartenance va nous servir notamment à ça. Et d'ailleurs là c'est pas not int, c'est not in, et pareil, donc c'est l'inverse. Hein. Voilà, évidemment, s'il n'est pas présent, ça renverra true. Donc ça inverse simplement. Voilà, donc je suis allé un peu vite, encore une fois, parce que c'est assez simple de voir comment ça fonctionne. Il faudra les utiliser. Vous avez des exemples de code que j'ai montré un peu ici. Et après, en écrivant vos programmes, en faisant éventuellement les exercices que je vous propose, vous pourrez mettre en pratique un petit peu tout ça. Je vais terminer avec ces cas spécifiques, même si on les reverra, mais je vous les commente rapidement. Donc on a celui-ci qui est un opérateur d'accès. Il va nous servir beaucoup quand on va aborder la programmation orientée objet, notamment quand on va revenir sur les classes, les objets, ce genre de choses, les attributs, les méthodes, donc il permettra d'accéder à des éléments. Ça, on va s'en servir dans pas très longtemps, parce qu'on va l'aborder notamment dans les conditions. On verra que c'est un opérateur par défaut, et on l'avait vu, je crois d'ailleurs. Hein. Il y avait un exemple où il était utilisé, voilà ici. Donc il a un usage bien spécifique en Python, et on va dire dans une vidéo prochaine, alors même si là c'est un cas particulier, mais vous verrez un petit peu l'usage qu'on peut avoir avec cet opérateur dans ce langage. J'indique à nouveau ceci, parce qu'on les a vus pourtant, hein, la multiplication et l'exponentiation, donc la puissance. En fait, il peut avoir un usage pour les dictionnaires, donc qui est une structure donnée, hein, comme on a mentionné un petit peu dans les types de données, si vous vous souvenez, hein, les dictionnaires qu'on avait ici. Dict, voilà, c'est un cas particulier, mais qu'on verra sur une vidéo dédiée. On a donc cette représentation-là, et on verra qu'il y a des opérateurs ici qui peuvent être utilisés pour certaines opérations sur les dictionnaires. Pareil, on peut fusionner deux dictionnaires avec cet opérateur. Donc là, l'opérateur bit à bit au départ, s'il est utilisé sur deux dictionnaires, on peut fusionner en fait les éléments qu'ils contiennent. Donc, vous voyez, il peut y avoir différents usages. Ça, bon, on a vu, hein, ça existe pour les enuplay, ça on l'a vu pour les listes, mais on reviendra dessus aussi. Mais ça, je vais terminer sur quelque chose là, pour la fin de la vidéo. Ça va servir pour les listes aussi, pour trancher notamment, pour prendre une partie des listes, mais je vais revenir dessus. Ça, c'est pour le calcul matriciel, donc c'est pas le plus utilisé, on va dire, de manière native, mais il y a beaucoup de bibliothèques, hein, NumPy notamment, qui utilisent beaucoup ça. Si on veut faire de la multiplication de matrices, eh bien on peut utiliser ce genre d'opérateur très pratique. Et ça, c'est souvent pour tout ce qui est type, donc notamment les annotations de Python. Mais pareil, comme il va y avoir des vidéos, ou en tout cas au moins une vidéo dédiée sur le sujet, c'est des choses qu'on verra. Voilà. Encore une fois, je ne vous montre pas ces opérateurs pour qu'on on ne les voit jamais. On les voit dans des vidéos, il y a des vidéos qui les abordent dans tous les cas. Donc généralement, si je vous montre quelque chose, c'est qu'à un moment donné, où il est détaillé, où il est expliqué quelque part sur le cours ou alors sur une vidéo dans un tuto. Donc vous retrouvez un petit peu tout ça. Mais je vais terminer cet épisode avec les parenthèses. Les parenthèses fonctionnent dans un cas spécifique, comme vous connaissez en maths, avec notamment la priorité. Alors pour ceux qui sont souscripteurs, vous avez l'accès aux notes de cours, donc vous avez tout le détail sur la priorité des opérateurs en Python, parce que bien sûr, des opérateurs sont prioritaires à d'autres. Donc je ne vais pas vous faire tout le détail ici, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce qu'il faut savoir, c'est déjà on retrouve les priorités concernant les maths, c'est-à-dire que la multiplication et la division sont prioritaires, par exemple, et le modulo à l'addition et la soustraction, logique. Je rappelle, si vous faites ce calcul-là, voilà, que vous faites 2 plus 3 fois 6, ok, il ne faut pas faire le calcul de gauche à droite. Si vous faites d'abord le 2 plus 3 et ensuite le résultat que vous avez fois 6, votre calcul sera faux. La multiplication est prioritaire, donc on fait le 3 fois 6, 18, et ensuite plus 2, 20. Ok, c'est important. Par contre, comme en mathématiques on va à l'école, vous pouvez prioriser certaines parties de votre expression avec des parenthèses. Et là, on rend le calcul complètement avec une priorité différente. Alors, on va quand même le montrer. C'est bien quand même de montrer qu'on ne raconte pas des bêtises. Voilà. Donc on a bien 20. Je change la priorité au niveau du calcul. Voilà. Donc pour dire c'est d'abord ça qui est prioritaire comme calcul. Donc cette fois-ci 5, fois 6, 30. Et là on change complètement le résultat final. Vous voyez, il faut prendre en compte tout ça. Il y a d'autres, pareilles particularités. Vous verrez qu'il y a certains opérateurs qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Mais encore une fois, ceux qui ont accès aux notes de cours, vous l'avez. Sinon, vous pouvez trouver sur Internet des tableaux de priorité des opérateurs en Python et vous trouverez largement ce qu'il vous faut par rapport à ça. En tout cas, vous voyez comment ça marche aussi. Donc attention, bien faire attention à ça un petit peu au niveau des priorités, pas vous tromper, parce que ça peut être quelque chose qui peut être oublié par certaines personnes. Donc ça fait partie de ça. Donc voilà, vous savez comment ça fonctionne au niveau des expressions. Donc principalement, vous avez vu, ces expressions qu'on va vérifier. Alors ici, par exemple, pour affecter le résultat dans une variable, bien sûr, ça peut être fait de manière brute. Hein. Encore une fois, j'étais pas obligé de passer par une variable. J'aurais pu afficher bêtement mon calcul ici dans un print. Ça aurait fonctionné aussi. Et on verra plus tard, quand on fera des conditions, ce genre de choses, des boucles, on pourra également mettre des expressions là-dedans. Donc voilà, un simple calcul comme on peut le faire. Donc vous avez beaucoup d'opérateurs, mais de toute façon, vous allez tellement prendre l'habitude de vous en servir que
ça va être assimilé tout seul. Voilà, ne cherchez pas, encore une fois, et ça vaut pour n'importe quoi en fait, à apprendre bêtement les choses par cœur. Voilà, vous dire je me force à apprendre par cœur, ça ne sert à rien. Votre cerveau apprendra les choses s'il en a besoin, donc laissez faire les choses naturellement, et de toute façon, vous finirez par retenir comme il faut au fur et à mesure avec l'usage que vous aurez en tout cas des différents opérateurs. Et ceux que vous n'utilisez pas, bah, c'est pas grave, mais au moins si un jour vous en avez besoin, vous saurez que ces derniers existent, notamment ceux-ci, qui ont des cas bien, qui en tout cas s'utilisent pour des cas bien spécifiques. Mais au moins on a fait le tour un petit peu de tout ça. Voilà, je m'arrête ici, j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer. Alors c'est pareil, j'ai pas forcément dit, lui par exemple, pareil, on pouvait s'en servir, alors, ça se fait encore, même s'il y a un petit peu moins, mais on pouvait s'en servir pour formater des chaînes de caractères, par exemple, voilà, ça peut s'utiliser pour ça. Ouais, il y a des choses que j'ai pas forcément mentionnées. Bon, ça on verra qui peut servir pour un ou, mais il s'utilise notamment dans l'utilisation des fonctions, mais on l'abordera de toute façon à ce moment-là. Donc c'est pas un problème. Donc bien sûr, comme toujours, hein, vous avez vu, il y a beaucoup d'opérateurs, hein, finalement, tous les petits symboles, tout ça, les virgules, etc. Donc oui, il peut y avoir des usages bien spécifiques. Certains, comme là le point, bon, je l'ai pas écrit dans mes notes, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est utilisé aussi pour les parties décimales, pas seulement par exemple pour un opérateur d'accès pour des classes. Donc bien sûr, il y a des cas spécifiques, mais en connaissant ça, déjà vous allez être tranquille et ça se passera bien en tout cas pour la suite. Et pour les autres, eh bien, vous aurez des vidéos dédiées pour les utiliser plus en détail, notamment ces cas-là. Hein, je pense à ceux-là, pour les dictionnaires qui sont un peu particuliers, mais qu'on abordera le moment venu. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous avez les exercices disponibles en commentaire épinglé, hein, je vous mets toujours le lien. Il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire pour vous entraîner au fur et à mesure des séances, des épisodes. Comme ça, vous pouvez réviser un petit peu tout ça. N'attendez pas encore une fois après les exos non plus. Vous pouvez faire vos propres programmes, vos propres petits projets, même si ce ne sont pas des choses très conséquentes, c'est pas grave. Même avec le peu de connaissances que vous avez, il y a déjà de quoi faire, il y a déjà matière à travailler là-dessus pour ensuite être prêt, en tout cas fin prêt pour la suite, parce qu'on va vite enchaîner. On est encore sur les notions, on va dire, élémentaires, basiques du langage, ou de la programmation en général, mais ça va très vite s'enchaîner avec d'autres choses. Donc soyez un petit peu prêts pour tout ça et pour la suite. À bientôt.